Mais j'avoue qu'en fait, je me suis beaucoup basée sur les petites vidéos qu'on voit, qu'on trouve. Vous tapez Jungle Marathon sur YouTube, vous allez trouver plein de petites vidéos, des teasers, comme on dit, sur cette course. Et donc, je suis partie du principe, comme c'est souvent le cas, qu'elle est exagérée. Pas du tout. Ils n'en ont pas du tout rajouté. C'est même largement en dessous du bordel qu'on a là-bas. Enfin, je dis toujours cette petite phrase qui résume bien la situation. Mon mari a épousé Churchill, et puis ce matin, il s'est réveillé avec Marie-Josée Pérec. Ça a été vraiment ça. Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro, et vous écoutez Let's Try, le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailers inconnus, organisateurs de courses, athlètes de très haut niveau ou encore figures médiatiques, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui me permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes invités et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple Podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois une journaliste et auteure de nombreux livres sur la course à pied et le bien-être, tels que Le running au féminin, Petit guide du marathon des sables ou encore Ma Bible du running au naturel. Elle est également blogueuse du site Run Fit and Fun, dont le leitmotiv est magazine parlant de running, de fitness, mais qui n'oublie pas le fun. C'est une vraie boulimique d'aventure, puisqu'elle cumule certaines des expériences les plus dures de la planète comme le marathon des sables à plusieurs reprises, et a réalisé la prouesse d'effectuer 7 marathons sur 7 continents en 80 jours, mais aussi les 4 grandes courses type marathon des sables dans les 4 grands déserts du monde, et tant d'autres épreuves dont elle va nous parler pour nous faire voyager. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, et je laisse place à ma conversation avec Cécile Bertin. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Cécile Bertin. Cécile, bonjour, je te remercie de nous rejoindre dans le podcast. Cécile, dans un premier temps, alors pour ceux qui ne le savent pas ou qui écoutent l'épisode après coup, nous sommes toujours en pleine période de confinement lié au coronavirus. Je voulais savoir où tu étais confinée et si tout se passait bien pour toi. Alors moi j'ai la chance de vivre à la campagne, donc dans l'Allier. Qui a aussi un autre avantage, c'est que c'est un des départements les moins touchés par le Covid. Donc, on est quand même carrément privilégié, en plus des conditions de vie. Moi, on a craqué, en fait, il y a 14 ans. On habitait Paris. D'accord. Et puis, on a une grande famille. Et au 4e enfant, on a décidé de changer complètement de vie et de s'installer donc dans la région où est originaire mon mari. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est arrivé là, parce que les gens se demandent toujours mais comment tu as trouvé ce département limite. Donc tu es dans quelle ville? Simplement vous êtes dans quelle ville exactement? Bourbon-l'Archambault, c'est le fief de la famille des Bourbons, des rois Bourbons. D'accord. Donc c'est un village, mais on a une supérette et un collège. Donc, et un très bon boulanger, c'est indispensable en ce moment. Donc tu es comme moi, ton confinement se passe, on va dire, on n'a pas à se plaindre, hein, comme on disait quand on a préparé l'interview. Nous, de notre côté, on n'a pas à se plaindre parce que effectivement, ceux qui vivent en appartement, etc., ou en ville, c'est beaucoup plus compliqué. Je me permets absolument pas de commenter, de donner des leçons à qui que ce soit, étant donné que moi, je suis dans des conditions vraiment idéales. On a un jardin, il fait très beau, voilà. Donc c'est compliqué parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont compliquées à côté. Mais la vie quotidienne n'est vraiment pas difficile pour nous. Donc, elle n'a absolument rien à voir. Et je plains, voilà, exactement ce qu'on disait, tous mes amis qui sont confinés avec des enfants en bas âge dans 70 mètres carrés dans un arrondissement en devenir à Paris. C'est clair. Voilà. Donc, aucun regret, finalement. Cécile, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas? Ouais, alors moi j'ai un profil un peu atypique parce qu'en fait j'ai commencé à courir relativement tard. Maintenant ça va faire justement que je commence à courir sérieusement. Ça fait 12 ans, enfin un peu plus maintenant.
J'ai commencé à courir uniquement avec l'idée de courir un marathon et le marathon de New York, en fait. Point barre. C'était un projet que je me suis mis en tête l'idée était pour mes 40 ans. Voilà, d'aller courir le marathon de New York. En ayant, à l'époque, et vraiment, il faut en avoir conscience parce que c'est la réalité. Je n'ai absolument personne dans mon environnement qui court. À ce moment-là, j'avais aucune référence. J'avais même aucune idée. Je savais même pas qu'il fallait payer, en gros, pour courir un marathon. Donc, autant dire que quand j'ai découvert le prix du marathon de New York, je suis tombée de l'armoire. Parce que je m'étais mis ça en tête en ayant, pour moi, déjà payé pour courir 42 bornes, ça me paraissait un peu surréaliste. À la rigueur, 10 euros, enfin bon. Mais j'avais aucune idée du budget que ça pouvait représenter. C'est un univers que je ne connaissais absolument pas. Je ne sais pas pourquoi c'est ce projet-là qui est mis en tête. Ça aurait pu être sauter en parachute. Enfin, mais voilà, c'était courir un marathon. Donc, j'ai commencé à courir uniquement dans cette idée-là et uniquement dans l'idée d'en faire un. Et puis, point barre, en fait. C'était un projet lambda, un défi que je me lançais à moi-même pour moult raisons. Alors là, il faudrait faire venir un psy, mais voilà. Donc, en fait, ça a commencé comme ça. Et donc, quand j'ai découvert le budget que ça allait me représenter, à l'époque, j'étais au foyer à m'occuper de mon 4e enfant. Je me suis dit, bon, alors là, ça va être un peu plus compliqué que prévu. Ça m'a pas découragée, par contre, ce qui est assez marrant. À aucun moment, je me suis dit, bon, bah, du coup, renonce parce que tu n'auras jamais assez d'argent ou ce machin. Je me suis dit, je vais économiser. J'ai ouvert mon livret A, spécial marathon de New York. Enfin, bon, ouais. Et puis, le hasard a fait, mais enfin, il n'y a jamais de hasard, voilà, que j'ai découvert, voilà. J'ai découvert l'existence d'un concours. Tout ce que je racontais est vrai parce qu'il y a des moments où les gens se disent c'est pas possible, elle romance. Que j'ai découvert l'existence d'un concours. C'était Intersport et Nike qui organisaient ça à l'époque pour gagner un package New York, tout frais payé, aux frais de la princesse. Et il y avait 5 packages à gagner et donc je suis une des 5 gagnantes. Il y avait une fille et 4 garçons et voilà. Donc finalement, je suis partie à New York tout de suite. Enfin, la première année où j'ai commencé à courir, quasiment, parce que le concours a été au printemps. Et je me souviens très bien, ils m'ont appelé le vendredi qui précédait la fête des mères. J'ai trouvé ça vachement symbolique, comme j'étais mère au foyer. Donc le vendredi après-midi, ils m'ont prévenu, bah voilà, vous avez gagné, vous partez en novembre à New York. Donc tout ça a fait que je me suis dit, il y a quelque chose de plus, en fait. C'est assez, on cherche des symboles et des choses comme ça. Mon marathon de New York m'a bouleversée au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. En sachant que j'avais fait déjà des marathons finalement avant, parce que quand j'ai donc découvert que ça allait me coûter un rein, voire 2, je me suis dit, j'ai pas question que je parte à l'autre bout du monde pour me retrouver au bout de 15 bornes à chercher désespérément une bouche de métro. Donc, je me suis dit, il faut quand même que je sache si je suis capable de survivre à ce truc-là. Donc, j'en avais fait en France. Et où j'ai fait toutes les erreurs possibles, inimaginables. Enfin bon. Et très vite, en fait, j'ai raconté mes histoires. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, j'ai toujours écrit dans mes métiers d'avant, dans ma vie professionnelle d'avant, la communication, même mes études, c'était l'écriture. Et donc, ça m'a paru évident d'écrire. Et assez vite, mes aventures, ça a fait que j'ai reçu des messages d'abord assez sympathiques. Beaucoup de gens m'ont écrit en me disant tu mets des mots sur ce que je ressens et moi je suis pas forcément capable de les exprimer à mon entourage. Et tu écrivais par quel biais? Excuse-moi, je te coupe. Par quel moyen de communication? Au tout départ, c'était juste, alors c'est vieux, hein, mais c'était à l'époque, il faut remettre ça avant la guerre, donc les blogs et tout, ça n'existait pas vraiment. Les réseaux sociaux, mais même Facebook dans notre univers, ça commençait. Je sais même pas si ça commençait. Mais il y avait courseapied.net, qui était un forum j'étais tombée là-dessus en tapant, je pense, course à pied dans mon moteur de recherche, hein, pas plus. Et puis, donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à raconter mes petites histoires et tout, comme je prends un peu tout au second degré et à la rigolade. Mais ça n'empêche que j'ai senti, mon premier marathon, donc, a été le marathon de La Rochelle, choisi parce que ma mère habitait l'île de Ré à ce moment-là, hein, c'était ça le but. Et j'ai reçu vraiment des retours, hommes comme femmes. C'est ça qui m'a vraiment étonnée. C'est que vraiment, au départ, je m'attendais pas à ce que finalement ma plume intéresse aussi des garçons. Ça, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'est un peu couillon et très sexiste, ce que je dis. Mais voilà, et j'ai reçu pas mal de petits commentaires en style
J'ai fait lire ça à ma femme, parce que j'arrive pas à lui expliquer ce que je ressens. Et toi, tu as réussi à mettre des mots. Donc, je me suis dit, waouh, quand même, c'est assez marrant. Et puis, il y a eu deux choses en parallèle. Donc ça, le fait que finalement, les gens m'encouragent à courir, à continuer à écrire. Et puis, au même moment, je fais donc le marathon de La Rochelle et je découvre stupéfaite, parce qu'il faut se remettre dans le contexte, hein, il y a quand même quelques années où on était très peu de femmes, proportionnellement aux hommes. Ça, j'avais même pas pensé au fait qu'il n'y aurait pas la parité, je sais pas pourquoi, mais moi, le seul sport que vaguement je regardais, c'était le tennis, Roland-Garros. Il y a des hommes, il y a des femmes qui jouent au tennis. Bon, bah, il y a des hommes et des femmes qui courent. Enfin, vraiment, quand je dis que j'y connaissais rien, c'est vraiment ça. Et là, je découvre, on est très peu de femmes. Je dis, mais merde, pourquoi elles sont pas là? Je passe sur le départ sexiste à La Rochelle où on fout les femmes et les vieux d'un côté et les hommes qui courent. Vraiment. Ça a bien changé. Tant mieux. Bah, pas à La Rochelle. Ils sont toujours en deux départs avec les femmes. Ouais, et les femmes et les vieux à gauche. Mais bon. Et je me dis, mais enfin, c'est quoi cette histoire? Comment ça se fait? Et puis, c'est pareil, très vite, je reçois des messages de femmes qui me disent, ouais, mais comment t'as osé courir ton premier marathon? Moi, j'ose pas. Et si je finis dernière? Et machin. Et j'aurai jamais le temps. Et mon mari m'a dit que j'en étais pas capable. Alors là, je tombe pareil de l'armoire. J'ai dit, mais ça va pas bien, quoi. Et donc, je deviens ultra féministe à la maison. En me disant, mais c'est quoi cette histoire? Et mon mari finit par me dire, écoute, arrête de m'emmerder, en gros. Moi, je t'ai jamais interdit de courir, ce qui est tout à fait vrai. J'ai dit, mais fais quelque chose, agis, quoi. T'as le temps, t'es au foyer, fais quelque chose. Et donc, en fait, l'idée est venue de lancer un site. Donc, finalement, de lancer mon propre site qui n'avait pas pour but de parler de moi parce que ma vie, mon œuvre n'a pas un intérêt phénoménal, mais d'encourager les femmes à courir. Et donc, Courir au féminin est né à ce moment-là. Ce site est né, il y avait un forum, il y avait des articles, c'était un des premiers sites et on a été, précurseur complètement à la matière, parce qu'aujourd'hui, beaucoup se sont engouffrés derrière, mais à l'époque, il y avait que nous. Et je me suis retrouvée avec non seulement que nous en France, mais que nous dans la francophonie. Donc, c'était assez drôle parce que on a fédéré des femmes du Canada, de Suisse, de Belgique, des expats françaises. Vous étiez précurseur à la matière. Ouais, non, mais vraiment à l'époque, sans vouloir me jeter des fleurs, hein. Et puis comme j'ai fait un minimum, c'est-à-dire je me suis rappelé de mes anciens métiers de la communication, j'avais fait un lancement un peu avec un communiqué de presse, à la presse féminine et tout, que le site du coup, comme il y avait que moi en fait à l'époque, il y a eu des articles dans Elle, dans Femme Actuelle, des choses comme ça qui ont parlé du blog, du site, c'est pas un blog. Et c'est là que ma vie a réellement changé parce que un éditeur m'a repéré. Et ça, c'était en quelle année? Exactement. Oh là là, on est 2008 en fait. Le site est sorti 2008. Et en fait, on l'a lancé vraiment au retour du marathon de New York, de mon premier marathon de New York en fait. C'est là que ça, parce que je me suis dit, il y a un truc, il faut que je fasse quelque chose maintenant. Il faut que ce marathon de New York soit le début de quelque chose. Et donc, à New York, c'était pareil, il y avait le même problème de parité que tu constatais? Justement, du tout. Et c'est là que je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Il y a un problème français. En tous les cas, à ce moment-là, pour moi, il y a un problème français. Parce que les femmes, et on n'était pas encore au chiffre où on est aujourd'hui aux États-Unis, mais on commençait quand même à s'approcher. On était facilement à 40%, 35-40% de femmes sur un départ de marathon. Ça fait une différence énorme, on se rend pas compte. Hein. Et du coup, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Mais on a lancé le site, et puis tout s'est enclenché derrière. Je veux dire, le livre est sorti, donc il y a eu un livre, Courir au féminin, qui est sorti, qui a fait que on a parlé de moi, j'ai fait des radios, j'ai fait et puis le site on en a parlé, et au fur et à mesure, ça a été effet boule de neige. On m'a proposé d'écrire des articles dans la presse running spécialisée. Après ces articles, on m'a proposé de lancer un magazine qui s'appelait Running pour elle. Et tout s'est enclenché au fur et à mesure. Rien n'est la seule chose qui soit à mon initiative, c'est Courir au féminin. Ça, oui. Alors, mais tout le reste, en fait, c'est des choses qu'on est chercher. Excuse-moi de couper. J'aimerais bien, quand j'invite quelqu'un dans le podcast, j'aime bien qu'il me parle de son expérience depuis le début. On va revenir sur la suite de tes projets, notamment tes multiples livres. Est-ce que tu peux nous parler de toi, enfant, dans quel environnement tu as grandi et, si possible, ensuite parler de la manière par laquelle tu es devenu journaliste?
Alors, au niveau, je vais caricaturer ça, si mes parents écoutent ce podcast, ils vont hurler, mais j'ai quand même vraiment eu le sentiment d'être élevée dans une famille où il y avait deux univers, les sportifs et les intellectuels, et il valait mieux que je me rende chez les intellectuels. On faisait absolument pas de sport, mais rien. Quand je dis rien, c'est rien. C'est le seul sport que j'ai pu faire, c'est apprendre à faire du vélo pour aller chercher le pain, donc à l'île de Ré, puisque on a la chance d'avoir découvert cette île avant que ce soit à la mode. Donc moi, j'y ai toujours passé mes vacances depuis que je suis toute petite. Mais voilà, point barre. J'ai fait de la danse classique comme toute petite fille de la bourgeoisie provinciale. Non, mais je plaisante, mais c'est un peu ça. J'étais vraiment pas douée, donc j'ai pas non plus. Voilà, on n'a pas découvert tout d'un coup que Pietra Gala était présente, donc j'ai absolument rien fait. On n'était pas du tout en mode on fait de la rando, on va à la montagne l'été, jamais. Le sport n'était pas dans ton environnement du tout, quoi. Et même pire que ça, puisque j'étais dispensée de sport à la fin du collège pour des problèmes de dos. Donc la médecine scolaire m'a carrément sortie du sport à l'école. Pour mon plus grand bonheur, je détestais ça à un point que je ne peux même pas imaginer. J'étais furieuse parce que mon père est médecin et il refusait de me faire des certificats médicaux. Donc je me suis tapée mais tout, quoi. J'ai un souvenir, pour moi, le sport était un cauchemar. Voilà. Un de mes pires souvenirs d'adolescente, c'est vraiment le cross du collège, quoi. J'ai cru que j'allais mourir, pas où était l'intérêt. Donc voilà, donc dispensée de sport et la plus heureuse du monde de ne pas faire de sport. J'ai vaguement fait semblant d'aller en salle de sport quand j'étais étudiante à Paris parce que la fac avait négocié un accord. Non, c'est vrai. Avait négocié un accord avec une salle de gym à côté. Donc et en fait, très vite, j'y allais pour le sauna et le hammam. D'accord. Je faisais même plus semblant d'aller faire les 30 minutes d'abdos fessiers avant pour justifier le fait d'aller se zapper directement. Donc non, j'ai vraiment rien fait et en dehors du vélo. Et je ne skie pas. Et vraiment rien. Quand je dis que je fais rien, je faisais rien. Donc c'est pour ça, il faut avoir conscience que, je dis toujours cette petite phrase qui résume bien la situation. Mon mari a épousé Churchill, et puis ce matin, il s'est réveillé avec Marie-Josée Pérec. Hein. Ça a été vraiment ça. Donc, il a dû rien comprendre, mais même moi. Hein, et puis, voilà, c'est assez étonnant. Alors après, il faudrait chercher d'où ça vient. Mais par contre, il y a des choses qui sont assez marrantes. Je pense qu'il y a des petites graines qui se sont plantées, en fait. Je pense que l'histoire, elle est là. Des petites graines se plantent quelque part, et puis un jour, elles poussent. Mais donc, pour terminer, études d'histoire. Donc, pour ça que j'écrivais, hein, parce qu'on nous donnait des sujets passionnants sur la marine marchande portugaise au XVe siècle. Donc, tu dois en sortir quelques copies, donc je peux pisser des copies sur n'importe quoi. Non, mais j'ai fait ça. Et puis, il a fallu que... J'ai pas pu aller au bout de mes études. Ça, c'est le seul gros regret que j'aurais. Et j'ai dû travailler et gagner ma vie le plus vite possible. Et là, je suis rentrée dans l'industrie pharma, en fait, complètement par hasard de rencontre. Et donc, dans le domaine de la santé, quelques années dans la santé privée, donc l'industrie pharma, jusqu'à l'écœurement, et basculer dans la santé publique. Et j'ai travaillé à la Ligue contre le cancer au service communication pendant plusieurs années. Et puis donc arrêt, en sachant que à chaque fois, moi, j'ai mis ma vie professionnelle en parenthèse le temps des naissances des enfants. D'accord. Et donc arrêt complet pendant, à l'époque, 3 ans pour le petit dernier. Donc j'ai une vie professionnelle qui a été un peu en zigzag, et mais où finalement indirectement il y avait toujours une notion de communication et d'échange. Et donc tes premiers pas dans le journalisme, ça s'est fait comment du coup? Et en fait, ça s'est fait parce que en fait, c'est d'abord le livre qui est sorti. C'est-à-dire que c'est d'abord Courir au féminin, le livre, qui est sorti et qui a fait que la presse écrite finalement a parlé de moi, a découvert mon travail et donc m'a confié. Mais c'est venu comme ça. C'est-à-dire que je n'ai pas fait d'école de journalisme, je ne cache absolument pas. C'est venu. D'ailleurs, j'aime presque pas ce terme-là parce que je considère plus que je suis une raconteuse, en fait. Parce que finalement, assez vite, je me suis quand même beaucoup spécialisée sur des récits de courses et des courses que je fais.
Donc, je suis quand même, voilà, je me mets pas du tout, je suis pas au niveau de grands journalistes avec lesquels je travaille et que j'ai rencontrés. Voilà, pour moi, je fais un autre travail. Je suis plus dans la transmission de ma passion que dans le journalisme pur et dur. Même si, dans l'absolu, bon, voilà, je peux le faire aussi si on me les commande. Mais c'est pas mes articles préférés. Et puis, c'est clairement pas là où je suis la meilleure. J'en ai bien conscience. Hein. Donc, c'est comme ça que c'est venu. En fait, c'est une demande et, enfin voilà, une offre qu'on m'a faite à un moment et que j'ai saisie parce que j'ai trouvé ça rigolo, mais ça va pas plus loin en fait à la base. Jamais j'aurais imaginé ce qui est devenu ma vie, ça c'est une évidence. Donc en fait, tu dis que le marathon de New York, c'est ce moment-là où tout a basculé dans ta tête moi, et dans ta vie, quoi. Mais clairement, ce truc-là, en fait, c'est des petites choses, mais on m'a dit, c'est-à-dire que dans ce fameux concours à Lannoy, il y avait expliqué en 5000 signes pourquoi vous voulez faire le marathon de New York. Donc il fallait écrire, c'est-à-dire il fallait écrire. Et ça a été assez rigolo parce que j'ai rencontré donc certaines personnes qui étaient dans le comité de lecture en fait. Et plusieurs m'ont dit on est ravis de te voir en vrai parce que ton texte a été le premier qu'on a choisi en fait. Ça a été une évidence pour nous tous. Il dit il peut y avoir d'autres textes où on a dû discuter, savoir et tout. Mais toi, il y avait un truc tout de suite. Donc c'est vrai quand vous entendez ça, ça finit par vous poser, faire tilt et en fait vous dire bah finalement le truc que tu n'as jamais osé, c'est-à-dire que dans tous les métiers que j'ai fait avant, il y a eu de l'écriture, il y a eu des choses comme ça, des notions de transmission, mais de là à non voilà, puis de là à oser, en sachant quand même qu'il y a une histoire et c'est pareil, c'est des petites histoires qui sont vraies. Quand je travaillais à la Ligue contre le cancer, je faisais, alors à l'époque on appelait ça une fanzine ou je sais pas quoi, mais je faisais en gros une newsletter qui partait tous les lundis, qui était donc, puisque mon pseudo était Barbie à l'époque, parce que mon pseudo Barbie que certains ont connu dans le monde de la course à pied, en fait vient de cette époque-là. D'accord. De la Ligue contre le cancer. Bon. Et donc c'était le journal de Barbie qui arrivait dans les boîtes mail de l'intranet de la Ligue contre le cancer de tous ceux qui le voulaient en fait. Et ça, c'était normalement qu'en interne, et où je racontais beaucoup de conneries, il n'y a pas d'autre terme, donc beaucoup de choses. Je faisais un tour d'horizon de la presse, des people, voilà. Donc c'était du voici made in la Ligue. Et au début, voilà. Et très vite, le lundi, quand c'était pas arrivé à 11h30, j'avais des messages, j'avais des mails. Bah alors, t'es en retard? Donc, ça va, oui. J'arrive, c'est juste le week-end pour rigoler. Donc c'était assez étonnant. Et puis un jour, je vais à Curie, donc quand même dans un labo de recherche pour aller voir mes petites blouses blanches hein, dans le cadre de mon travail. Et je suis accueillie par 3 jeunes qui me disent « Ah, mais en fait, c'est vous, Barbie, on adore votre truc. » Et là, donc, j'ai découvert que ma fanzine sortait du labo. Enfin, aller dans les labos, était sortie de l'intranet pour aller sur l'Internet. Et alors, le comble et pareil, tout ça est vrai. Je discute un jour avec un des plus grands pontes de cancérologie qui existent à l'époque. Et il me dit, mais vous savez que mon assistante m'imprime vos trucs, je les lis dans l'avion, ça me détend et ça me fait des trucs à raconter dans les dîners professionnels. Incroyable. Je me suis dit, oula. Donc un truc de dingue. Donc voilà, donc il y a eu, alors c'était pas du journalisme à l'époque, mais c'était pareil quand même, c'était des écritures de petits articles et donc c'est vrai que c'est des petites histoires. Je les ai tous encore. En fait, je les ai retrouvés dans une pochette, j'avais tout imprimé. Et j'ai tout, mais ça m'a beaucoup fait rire quand je suis tombée là-dessus. Donc voilà, donc finalement, on va dire que je suis journaliste depuis un bout de temps, quoi. D'accord. Comme tu sais, donc le Let's Try podcast parle de trail. Hein. Est-ce que tu peux nous parler de tes premiers Est-ce que tu peux nous parler de tes premiers pas avec cette discipline? Alors, on a bien compris que tu as commencé par le bitume, mais à quel moment précis tu as basculé dans la nature? Alors, très facile, marathon du Mont Blanc. Parce qu'il y avait le mot marathon devant, que ça tombait le week-end de mon anniversaire et qu'il y avait plein de copains qui allaient. Je me dis, oh, c'est cool. En quelle année? En ayant, là, alors là, on est en combien? 2020. Bah, ça va être en 2009, justement. J'ai fait très vite n'importe quoi, hein, on est bien d'accord. J'ai enchaîné beaucoup trop vite. Enfin, j'ai fait, non, mais vraiment, je dis toujours, je suis l'exemple à ne surtout pas suivre, parce que vraiment, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Mais aucune notion de ce qu'était le marathon du Mont Blanc.
C'est-à-dire que aucun respect par rapport à cette course. Moi, j'ai vu que la date, c'était sympa et je me dis, tiens, ça va être joli. J'étais jamais allée à Chamonix, je connaissais pas. Bon, voilà. Donc, c'était vraiment un prétexte en n'ayant aucune idée de là où je foutais mes baskets. Je me suis quand même dit, bon, apparemment, il faut acheter des trails. Hein, bon. Donc, j'ai acheté une paire de chaussures. Je me suis dit, il faut quand même que je les essaye. Donc, je suis allée faire le trail des gendarmes et des voleurs du temps, parce que bon, c'est pas trop loin de la ville de Meuse, dans le coin là. Donc, pour préparer le marathon du Mont Blanc, ce qui est tout à fait le terrain adéquat, il n'y a pas de doute, parce que les montagnes à Limoges, c'est très connu. Mais enfin bon, il y avait au moins un peu de terre par terre, voilà. Donc c'est un peu ça. Et je me suis pointée, je vais en faire toute ma vie, parce que franchement, c'est des moments inoubliables. Je me pointe sur la petite place, donc à Chamonix. C'était voilà, il faisait beau d'ailleurs. J'avais ma jupette, comme d'abord. J'avais un diadème dans les cheveux parce que... C'était sur quel format tu partais de distance? Marathon, le marathon, 42. Ah bah, 2. Ah oui, tant qu'on y est. Et j'avais un diadème parce que c'était mon anniversaire, donc j'étais en princesse. Voilà. Non, et tout, customisé mon dossard avec des stickers de princesse, n'importe quoi. Et quand même, quand je suis arrivée sur la place, je me suis dit, où est-ce que je suis? Parce que clairement, le profil là avait changé. C'est-à-dire, c'était plus les mêmes coureurs déjà que ce que je connaissais. Et il y avait une ambiance qui était quand même un peu différente. Bon, j'ai très vite compris que c'était n'importe quoi ce que je foutais là. Mais bon, je me suis accrochée parce que de toute façon, en gros, on était partis. Puis qu'est-ce que vous voulez faire? On est à la montagne, donc là, il n'y a pas la possibilité de sauter dans un métro comme il y a au marathon de Paris. Il faut bien aller au bout. Ça a été surréaliste parce que d'abord, on m'a dit vive la mariée pendant tout le truc parce que j'avais un diadème. Je suis pas mariée, je suis une princesse. C'était énervant. Donc déjà, c'était un sketch. Et alors surtout le summum, donc premier ravitaillement, j'arrive, bon voilà, je bois, j'ai évidemment pas pris assez d'eau parce que j'étais partie sur l'idée de 5 km, je mets 30 minutes max. La caricature du néo-trailer. Tout, caricature. Mais je me marre maintenant, mais donc évidemment pas assez d'eau, enfin, je suis arrivée assoiffée là-dessus. Premier ravitaillement. Deuxième ravitaillement, j'arrive, et là je commençais quand même à avoir un peu plus compris là où j'avais fait les baskets. Et là, j'entends une bénévole qui me dit « Ah, vous êtes là? Enfin, on s'inquiétait. » J'ai dit « Quoi ?» Elle me dit « Mais parce que le ravito d'avant, ils nous ont dit, il y a une fille qui a un diadème, elle a pas l'air de savoir où elle est. Est-ce que vous pouvez nous dire si elle est bien arrivée quand elle arrive chez vous? » Bon, je vais les prévenir. Je me dis « C'est une blague ou quoi ?» Et donc, à chaque ravitaillement, ils prévenaient que la princesse... c'est n'importe quoi. C'est une histoire vraie, ce que tu me racontes là? Non? C'est une histoire vraie, ce que tu me racontes? Ah bah oui. De toute façon, avec moi, il n'y a que des histoires vraies. Même quand je veux les inventer, c'est même pas le cas. Et donc, je suis arrivée et à l'arrivée de la course, il y avait une bénévole qui m'a dit « Ah, on est content de vous voir. Donc, vous êtes bien arrivés, vous avez fini. » Et ça n'empêche que ça, c'est la rigolade. J'ai fini. Le pire, c'est que j'ai fini dans un chrono que je ne comprends toujours pas comment j'ai pu mettre aussi peu de temps par rapport à mon niveau. Enfin, c'est comme ça. J'ai pas gagné, hein, évidemment. Mais enfin, j'étais pas du tout dernière. Bon. Donc, je me souviens très bien du moment où j'ai vu 4 heures sur mon chrono en me disant, mais je vais mourir. Parce qu'il reste encore quand même quelques kilomètres à faire. Je suis c'est pas possible. Mais jamais sortir de ce truc. Mais ça n'empêche que, ça va le faire marrer parce que je pense que si un jour il écoute ce podcast, je tombe à un moment sur un copain, puisqu'on était donc un groupe d'amis à être là, qui était assis sur un caillou, qui était au bout de sa vie, et qui est quelqu'un qui vaut moins de 3 heures sur marathon. Donc quelqu'un que moi j'ai jamais vu courir, puisque j'ai jamais évalué un temps pareil. Et il était vraiment pas bien. Alors que moi finalement je rigolais, hein, mais j'étais pas aussi mal que ça en fait. Et j'étais pas assez entraînée, ça c'est sûr, mais j'étais pas aussi mal. Et je me suis dit mais mince alors, donc j'ai peut-être des capacités là en fait. C'est-à-dire que j'étais pas fatiguée, cette espèce de notion d'être au bout de sa vie, moi je l'étais pas. Donc ça, voilà, je l'ai aidé d'abord à partir, hein, je l'ai emmené jusqu'au ravito suivant, et puis, c'était juste le dernier, hein, on était vraiment à la fin de la course. Mais ça, là, clairement, c'est pareil. C'est un truc qui a enclenché, d'abord parce que j'ai kiffé. Il faisait beau, on arrive, cette espèce d'arrivée, cette ligne d'arrivée en haut de la montagne, avec vue sur le Mont Blanc, c'est quand même un truc qui, on peut dire tout ce qu'on veut, le marathon du Mont Blanc a quand même un parcours assez unique. Et donc voilà, assez vite on m'a parlé UTMB et assez vite je me suis dit il va falloir que je revienne à Chamonix. Donc clairement ce truc-là a enclenché le trail. Et puis
Donc, dans mes souvenirs, je voudrais pas dire de bêtises, mais là, il y avait donc le premier trail vraiment. En septembre, j'ai fait les 100 km de Millau. Donc là, j'avais basculé sur l'ultra, sur route donc uniquement. Et comme pareil, j'ai survécu alors qu'on m'avait dit tu vas mourir. Là, ça a enclenché tout le reste derrière. C'est-à-dire que là, je me suis dit ok, donc je peux faire du trail et donc je peux faire du long. Et là, c'est parti. C'est parti dans le grand n'importe quoi. C'est-à-dire que ça a enclenché plein de choses derrière où là, je me suis dit, en fait, je suis passée dans une autre façon de penser qui était, là maintenant, je vais chercher ma barrière. Je vais voir jusqu'où je peux aller. Je vais aller chercher la claque. Bon, je l'ai eu, hein. Mais c'est ça. La première étape après ces 5 km de Millau, grosse étape, ça a été quoi? C'était quoi la décision que tu as prise pour... C'était 200 bornes dans le désert en Algérie. Bop, n'importe quoi. Donc voilà, non, c'est pour ça, c'est-à-dire que tout de suite ça a basculé et comme finalement j'avais pas plus d'environnement et puis pas d'idées, je suis allée chercher en fait. Donc je suis allée tester. Je suis allée chercher vraiment quand je dis je suis allée chercher mes limites. Ça, donc là vraiment j'ai basculé dans autre chose. J'ai pas cherché à améliorer, c'est-à-dire que j'aurais pu continuer à chercher à améliorer mon temps sur marathon. Très vite, on m'a dit, de toute façon, tes capacités font qu'au mieux, ton objectif, ça peut être 3h30 sur marathon. 3h30, on est bien d'accord, sans vouloir jeter quoi que ce soit, dévalorisante. C'est 3h30 à Paris, on est dans la masse, finalement. Ça n'a pas un intérêt phénoménal, quoi. C'est super, mais tant mieux, je suis ravie. Si les gens y arrivent, c'est pas le problème. Mais moi, je me suis d'accord. Donc, allons gratter ailleurs, quoi. Allons voir ce que je vaux et ailleurs, parce que apparemment, finalement, j'ai de l'endurance. J'ai découvert que j'avais une résistance physique que je ne soupçonnais pas, et donc ça a enclenché tout ça, quoi. Et je suis partie chercher. Instinct un peu psychologique, tu cherchais quoi, en fait? Chercher de voir ce que j'étais capable. En fait, de quoi j'étais capable physiquement et mentalement. De voir, vraiment, c'était ça. C'est-à-dire de chercher ma limite physique et mentale. Jusqu'où je suis capable d'accepter. J'ai vite compris qu'il y avait une question d'acceptation de la douleur, puis surtout sur l'ultra, parce que de toute façon, c'est ce que je dis souvent. Enfin, sur marathon, même si tu te prends le mur, ce qui quand même arrive régulièrement, on va dire qu'on est au 35e kilomètre, entre 33 et 35. Bon, tu serres les dents et tu finis. Il te reste relativement peu proportionnellement à ta distance. Quand tu es sur un ultra et que tu n'es pas bien, que tu es en gros sur un 200 dans le désert et que tu n'es pas bien au 60e kilomètre, ça c'est une autre rigolade. Tu peux pas serrer les dents, tu peux aussi, mais c'est beaucoup plus compliqué de serrer les dents pour 120 bornes encore dans le désert, dans des conditions compliquées. Donc, c'est vraiment une façon d'aborder c'est une autre discipline pour moi. Et c'est celle-là qui m'a vraiment intéressée, qui correspondait vraiment à mes attentes finalement. À ce que tu étais, à ce que tu recherchais. Oui, voilà, plus que le marathon et de courir 42 sur la route. J'en ai quand même fait marathon, donc j'ai compté, parce qu'un jour on m'a demandé, et puis j'avais perdu le fil. Donc ça donne un peu une idée de ce que j'étais vachement consciencieuse là-dessus. J'ai fait 41 marathons. Ah oui. Voilà. Donc j'en ai quand même fait quelques-uns, en très peu de temps, parce que c'est en 4-5 ans tout ça, quoi. Mais très vite, j'ai eu envie d'autre chose. Et puis j'ai eu envie surtout d'espace et d'aller, c'est-à-dire que aller courir uniquement en France ne m'a pas intéressée. J'avais envie d'aller découvrir aussi d'autres pays. Je trouvais que c'était on m'a parlé de choses et en fait assez vite j'ai fréquenté des gens qui faisaient l'ultra et assez vite j'ai entendu parler genre de courses légendaires dont j'avais évidemment forcément jamais entendu parler. On m'a parlé Libyan Challenge et j'ai vu des gens qui te parlaient avec des étoiles dans les yeux, qui te parlaient de quelque chose où on sentait qu'il y avait autre chose que le marathon ou que la distance ou que le trail en lui-même. Il y avait autre chose et c'est ça que j'ai eu envie d'aller explorer en fait. C'est pour ça que je me suis lancée sur du très long. Donc forcément, après j'ai fait comme tout le monde, comme beaucoup. J'ai commencé par le marathon des sables. J'ai pas commencé par le marathon des sables, mais je suis allée chercher des courses comme ça. Et puis tout s'est enchaîné parce que plus tu mets un pied dans cet univers qui est finalement un univers qui est pas très grand,
les pratiquants, c'est pas autant de monde que ça, finalement. Les courses extrêmes, Vous vous pas retrouvez croire que toujours plus ou moins, quoi, en fait. voilà. Et en fait, maintenant, grâce aux réseaux sociaux, on reste en contact après les courses. Et donc, tu découvres des trucs. Tiens, une course, moi, voilà, la course, le Grand to Grand, qui est une course dans le Grand Canyon aux États-Unis, je l'ai découverte parce que j'ai un copain qui l'a faite, qui a posté une photo sur son mur Facebook. J'ai oup, 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 c'est quoi ce truc? Et ça m'a, voilà, on n'est même pas dans, parce qu'il y a plein de courses dans le monde qui de toute façon ne communiquent pas sur les réseaux français, qui vont pas forcément, ils vont pas communiquer dans la presse française. Donc il y a plein de courses que j'ai découvertes grâce à ces copains que je me suis fait dans cet univers-là, quoi. Mmh. Et puis c'est infini, c'est ça le problème. J'ai remarqué que ce qui te tient beaucoup à cœur dans cette pratique, c'est les courses à étapes. Alors j'aimerais te lire un petit passage que tu as écrit sur ton blog. Tu dis: j'ai découvert les courses en étapes dans le désert et ce fut le coup de foudre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, parce que ça réunit tout ce que je déteste. Dormir par terre, au milieu d'inconnus qui ronflent et parfois se lavent quand ils y pensent. Alors pourquoi tu aimes tant c'est exactement ça. ces courses à étapes dans le désert? En fait, c'est le désert que j'aime. Je me fais vraiment violence pour cette partie-là. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, je pense que j'ai commencé par les courses en étapes parce que finalement c'est les plus faciles. Alors je vais mettre ça entre guillemets, hein, on est bien d'accord. Parce qu'il faut pas non plus imaginer que c'est vraiment facile. Mais c'est beaucoup moins violent que les courses en non-stop. Enfin, clairement, physiquement, l'engagement n'est pas le même. D'accord. Faire 250 km en étape sur 6 jours et faire 250 bornes en non-stop sans s'arrêter dans le désert, enfin s'arrêtant évidemment au ravitaillement, ça n'a vraiment rien à voir. C'est pas du tout le même engagement physique. Donc, pour moi, c'est des courses plus faciles entre guillemets, qui ne vont pas nécessiter la même préparation, qui sont plus faciles d'engagement. Mais toute cette cette promiscuité, ces choses comme ça, c'est quelque chose qui est, je me fais une violence, mais inouïe. Vraiment, c'est quelque chose et qui est inimaginable pour moi. Et c'est vraiment parce que je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que si demain matin, d'ailleurs, je veux dire, le half marathon des Sables m'a parlé pendant 2 secondes parce que me dit waouh, on a chacun sa tente, quoi. Au moins on a ça, quoi. Ne pas se laver, ça va. Mais la promiscuité est quelque chose qui me pose un réel problème. J'ai vraiment, voilà, je n'ai pas le choix. C'est imposé. Donc, je me fais violence là-dessus. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas le plaisir qu'on peut avoir à ça. Ça fait pas du tout partie de mes souvenirs. Et pourtant, j'ai eu de la chance parce que généralement, ça s'est toujours très bien passé. Enfin, j'ai eu une mauvaise expérience sous une tente. Mais sinon, le reste, dans l'absolu, c'est vrai que ça se passe plutôt bien. Mais c'est pas du tout mon truc. Je déteste ça. Je ne campe pas. Je suis pas du tout le genre à tester son duvet dans son salon à dormir par terre. Non, pas du tout. J'ai vraiment pas le choix. Maintenant, je fais de la rando en montagne et j'ai découvert les refuges. C'est pareil. Hein, va pas falloir que ça dure trop longtemps. C'est pas du tout mon truc. Non. Je suis plutôt une solitaire, donc c'est vrai que c'est pareil. C'est-à-dire que quand on regarde bien les courses que je choisis aussi de plus en plus, qu'on dit, les petites organisations. Je déteste ce terme parce que c'est pas des petites organisations, mais parce qu'on est beaucoup moins au départ et que ça me permet d'avoir ces moments de solitude. Moi, mon kiff, c'est seul dans le désert. C'est surtout pas en groupe et j'ai pas du tout envie de partager ça, en fait. J'aime la solitude absolue. Donc, c'est... Quel est le truc la solitude absolue. Quelle est la course ou le projet le plus dingue que tu as fait jusqu'à présent pour toi? Alors, celui qui pour moi a été il y en a plus. On va dire qu'il y a plusieurs catégories. Il y a celui où justement la fameuse claque que je me cherchais, je l'ai prise en Australie. Donc c'était 560, 10 étapes. Voilà, dans le bush australien. Clairement, là, j'ai compris que c'était au-dessus de mes capacités. C'est-à-dire que dans l'absolu, donc c'est une course que j'ai pas finie. Enfin, ça a été un peu plus compliqué que ça parce qu'en fait, donc j'ai abandonné, mais l'organisation permet, puisqu'on peut pas être rapatrié nulle part, donc on reste sur le camp. Donc en fait, l'organisation permet, quand ta santé te le permet et tout, de repartir, de faire quelques kilomètres tous les jours, voilà. Donc finalement, tu n'abandonnes pas vraiment, et il y a un classement par kilomètre et un classement pour ceux qui font toute la course.
Donc, je suis même finalement restée en course. J'ai juste coupé le temps de me remettre physiquement. Mais là, c'était au-dessus. C'est-à-dire que là, on basculait dans quelque chose qui n'était pas ma came, en fait. Donc, je suis jamais retournée prendre ma revanche, alors que dans l'absolu, j'aurais pu. Ça aurait quelque chose mais c'est pas, voilà, c'est pas mon truc. C'est trop long. Je sais pas faire ça. Et je l'ai revécu, donc en non-stop, je l'ai revécu sur le Tor des Géants, qui a été pas un échec, parce que c'est pareil, j'ai abandonné, sans aucun regret, parce que 300 en montagne, c'est pas ma came. 300 non-stop en montagne, c'est pas ma came. Voilà. C'est pas du tout, j'ai pas aimé, je n'ai rien aimé. C'est-à-dire, j'ai aimé la montagne parce qu'elle est belle et que c'est, évidemment, le Val d'Aoste est splendide, la question se pose pas. Mais ça, ce type de course, ce type de format, où on a, on achète bien les trailers, c'est une ambiance que j'ai jamais vue ailleurs pour l'instant. C'est pas du tout mon truc. Et puis après, la course où je me suis sentie le moins à ma place, qui pourtant s'est très bien terminée puisque je l'ai finie, je suis même deuxième, féminine, youpi. Ça a été le Jungle Marathon dans la jungle en Amazonie brésilienne, parce que là j'ai vraiment risqué ma vie et j'en ai eu conscience. C'est-à-dire qu'il y a eu ce moment où je me suis assise sur un arbre et j'ai attendu de voir si je mourrais. Donc c'est un truc à vivre où tu te dis non, maintenant il va falloir arrêter. Et cette course-là a été, d'ailleurs, si on regarde la liste des courses que j'ai faites, elle a été, un peu la fin de beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'était plus mon truc. J'ai fait beaucoup de choses, je sais de quoi je suis capable aujourd'hui et j'ai envie d'autre chose. Ça m'a fait commencer à avoir envie de faire autre chose. Et du coup, j'ai fait le Mont Blanc en rando. Après coup, ça m'a donné, j'ai eu le sentiment d'avoir fermé un dossier, en fait. Avec celle-là, quoi. Parce que je me suis dit non, on va pas risquer. C'est très bizarre à vivre, ce moment où tu t'assois et tu te dis. Alors moi j'ai reçu Sylvaine Cusso récemment et elle m'a parlé de son expérience terrible sur le Patagonia Trail. Il me semble que tu l'as faite aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui. Ah ouais, alors ce qui est très drôle, c'est pour ça que ça m'amuse, parce que je connais Sylvaine évidemment. Mais moi, je la mettrais dans mes top 3 de mes courses préférées. Donc, c'est ça qui est très drôle parce que moi, j'ai eu un kiff d'enfer sur cette course à tel point que je l'ai faite 2 fois. Et ce qui est assez rare parce que, donc comme généralement, c'est mon métier, donc de faire des courses aussi, complètement différemment d'elle, puisqu'évidemment, elle est élite et pas moi. Mais il n'y a pas de raison que je refasse forcément des courses plusieurs fois parce que j'en ai fait un article et il n'y a pas de raison que. Mais je rêvais d'y retourner. Moi, j'ai adoré cette course. C'est-à-dire que le côté roots, qui est quand même très particulier, le trail à la chilienne, moi, m'a éclaté. J'étais d'abord aussi beaucoup plus équipée que Sylvaine. C'est très bête à dire, mais c'est une réalité. Moi, je l'ai envisagé comme je savais pas où on allait foutre les pieds et tout. Moi, je suis partie avec gros sac à dos, tout le matos UTMB. J'avais 2 tenues, parce que j'allais pas, on n'a pas la même approche des courses. Elle va pour gagner, elle était en équipement ultra light. D'ailleurs, on le voit sur les photos, elle était en short, moi j'avais 3 pantalons. Donc forcément, je l'ai pas du tout vécu de la même façon parce que le passage du col dans la neige et tout, moi j'ai pas eu froid, j'avais 3 épaisseurs en bas, 3 en haut d'ailleurs. J'avais 3 frontales dans mon sac à dos, la grosse Nao, machin, donc. Oui, j'avais un sac qui pesait 5 kilos, quoi. J'avais à manger, heureusement, parce que comme je suis allergique à 2-3 trucs, qui font que, par la force des choses, je suis obligée d'être en autonomie sur les courses, parce que je suis pas sûre de ce que je vais trouver, donc j'essaye d'avoir un maximum d'autonomie. Donc en fait, moi, je l'ai vécu comme une aventure. J'ai adoré la Patagonie parce que cette espèce de terrain où tu as l'impression d'être le premier à passer, ça donne vraiment l'impression d'être un explorateur, cet endroit. C'est hallucinant. Il faut vraiment le voir pour le croire. Et pourtant, on n'est pas les premiers puisqu'il y a des balises, donc, puisqu'en fait, quand tu as une grosse Nao, tu les vois les balises. Je ne me suis pas du tout perdue. Mais après, c'est vrai que c'est des souvenirs incroyables. Et alors, la 2e édition était encore plus drôle parce que
parce qu'ils avaient rien changé au niveau des ravitaillements et tout. Moi, on est arrivé à un ravitaillement, j'ai dit où est-ce qu'est l'eau? Ils m'ont dit il y a une rivière à 500 mètres. J'ai dit ouais allez, hop, pas de souci. Donc on remplissait les gourdes à la rivière. Non mais voilà, que des trucs comme ça. Mais les Français étaient affolés. Enfin, j'ai vu quelques coureurs français. Mais c'est quoi ce truc? Mais j'ai dit attendez, je vous l'ai écrit dans le premier article. Hein, venez pas vous plaindre, hein, c'est écrit. Hein. Il n'y a pas de surprise. Hein. Mais moi j'ai kiffé. Voilà. Puis j'adore la Patagonie, mais c'est un truc de dingue. C'est un des endroits les plus beaux au monde. Et voilà. Mais après, c'est vrai que c'est aussi là parce que du coup, la deuxième édition, là, j'ai discuté avec Xavier Thévenard qui était là, qui a gagné d'ailleurs cette édition-là. Et c'est assez drôle de voir la différence entre les élites finalement et nous, parce que par exemple, on a passé un col. Lui, il a passé, il neigeait pas. Il commençait à peine à neigeoter. Moi, quand je suis arrivée sur ce col, il neigeait à gros flocons. Et le problème, c'est que là, on a eu un problème de trace, justement. Ouais. Parce que la grande descente de ce col, c'était une monotrace, en fait. Donc, il l'avait pas balisé, parce que de toute façon, t'as qu'un chemin dans un pierrier qui était clairement tracé, il n'y avait pas besoin de le baliser. Sauf que nous, on est arrivés, il y avait 20 cm de neige. Et donc, le chemin, on le voyait plus. Et donc là, on était plusieurs coureurs, et donc on est descendu, ça venait du monde entier. Hein. Et on a vite compris que là, qu'il fallait qu'on se protège les uns les autres. Donc, silence complet, chacun descendait doucement pour entendre les chutes de pierre. Enfin, c'est des souvenirs comme ça qui sont quand même assez épiques. Mais on était bien contents de tous arriver. C'est-à-dire qu'on est tous arrivés en bas du pierrier, on a bien soufflé 5 minutes, on a dit, ouf, c'est bon. On est sortis de ce bordel. On avait aperçu la balise suivante. Mais voilà, et lui, c'est assez drôle parce que en gros, il te racontera cette descente où il a kiffé au milieu du pierrier, et nous, c'était pas du tout le kiff absolu. C'était autre chose. Donc c'est vrai que du premier au dernier, on n'a pas forcément eu la même vision de la course. C'est clair. Mais ouais, j'adore le côté ultra sauvage. Quoi. Alors je vais te poser une question qui va te compliquer, je pense, étant donné le nombre d'épreuves que tu as réalisées. Ouais. Si tu devais en ressortir une. Ma préférée? Ouais. Je dis souvent que si on me fait un chèque, je retourne en Atacama. Voilà. Le désert d'Atacama, et donc c'est quand j'ai fait les 4 déserts c'est une année, donc c'est en 2012. J'ai fait ce qu'on appelle les 4 Deserts Challenge. Donc c'est un challenge qui est l'enchaînement de 4 courses dans les 4 grands déserts du monde. 4 types de déserts du monde. Et l'Atacama est pour moi, ça a été un endroit que j'ai adoré et que j'aimerais revoir. En fait, j'aimerais refaire cette course. C'est en Amérique du Sud, non? Je dis pas de bêtises? Non. Ouais, c'est dans le désert d'Atacama, partie chilienne. D'accord. Donc c'est San Pedro, puisque le désert d'Atacama est à cheval sur l'Argentine et sur le Chili. Donc là, c'est donc sur la partie chilienne. Et cette course a été, puis pour plein de raisons, j'ai pas pu la vivre à 100% pour moi, et j'aimerais la refaire. Ouais. Si demain matin on me fait un chèque de 5 000 €, ami sponsor, bonjour. Parce que oui, faut trouver l'argent. C'est celle-là que j'aimerais faire. Ça a été parce que les paysages, c'est pareil, sont assez incroyables. Parce que tu cours sur des salars, il fait 50 degrés au sol, et tu as la montagne avec la neige à côté. Enfin, c'est des paysages qui sont complètement dingues. Il y a un mixte en plus de terrain qui est assez incroyable. Tu passes de la dune à la boue au sol. Enfin, c'est vraiment un désert fascinant. Donc celle-là, j'aimerais vraiment la refaire. Quoi. Dans celle que j'ai faite et que j'aimerais refaire. Parce qu'après, il y a eu le désert en Sahara en Égypte que j'ai adoré, mais il n'y a plus. C'est bloqué pour l'instant jusqu'à nouvel ordre. Donc, il y a des pays qui sont fermés. Donc, d'accord. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler de ton pire souvenir, si tu devais en sortir un? Ah voilà. Le pire souvenir, c'est le Brésil. C'est le Jungle Marathon. Ce dont tu parlais tout à l'heure. Parce qu'en fait, il y a eu plein de choses. Après, c'est assez particulier, parce que c'est surtout il y a toute une histoire. C'est-à-dire que cette course, je l'ai faite sans aucune préparation du tout, puisqu'en fait, j'ai
j'ai pu être invitée, puisque là, dans le cas présent, j'ai été invitée j'ai pu avoir mon dossard, donc il était chaud pour l'avion et tout, mais j'ai pu être invitée, mais je l'ai été au dernier moment. C'est-à-dire que c'était quasiment un mois avant. Donc, aucune préparation. J'ai 270 bornes à l'improviste, à l'arrache. Bon, c'est un peu particulier. Mais j'avoue qu'en fait, je me suis beaucoup basée sur les petites vidéos qu'on voit, qu'on trouve. Vous tapez Jungle Marathon sur YouTube, vous allez trouver plein de petites vidéos, des teasers, comme on dit, sur cette course. Et donc, je suis partie du principe, comme c'est souvent le cas, que elle est exagérée. Vous prenez le teaser du Marathon des Sables, pour ne citer que le plus connu, on a l'impression que c'est la guerre du Vietnam. Bon, je l'ai fait 2 fois, je sais bien que c'est pas la guerre du Vietnam. Donc là, je suis partie du principe qu'ils en avaient un peu rajouté. Pas du tout, ils en ont pas du tout rajouté, c'est même largement en dessous du bordel qu'on a là-bas. Donc, bon, déjà, on peut assez peu courir parce que la jungle, les eaux et forêts font un travail de merde, comme je disais. Vive l'ONF. Vive l'ONF. Bah là, c'est du béni l'ONF. Oui, tu te rends compte qu'ils font un vrai travail, en fait. C'est un vrai job, les mecs, parce que il y aurait du boulot au Brésil. Donc, elle était balisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de problème de se perdre dans la jungle. Mais c'est balisé par l'armée, souvent, parce qu'en gros, il n'y a que qui ont le droit d'aller là-dedans. Donc, et puis tu passes ton temps à où escalader un arbre, ou passer en dessous d'un arbre, ou machin, ou t'accrocher à une liane pour essayer de passer autour du... Enfin, c'est un truc infernal. Donc déjà, tu peux très peu courir proportionnellement. Déjà, t'as ça. Plus tout, tu te rends compte assez vite à quel point la jungle ne t'aime pas. C'est-à-dire qu'elle te le fait énormément sentir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu poses tes fesses sur un bout de bois, t'as des fourmis rouges qui t'attaquent. Les insectes te détestent. Moi, j'ai des souvenirs. T'es sous pression constante. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est infernal. J'ai mis mes écouteurs pour écouter de la musique parce que je n'en pouvais plus des cris des singes hurleurs qui te suivent dans la jungle. Parce que t'es là et t'as les tribus des groupes là de singes. Ça fait des bruits de sirènes de bagnole. Tu te dis, c'est pas possible. Et ils te suivent. Donc déjà, ça te met dans une ambiance un peu stressante. Enfin, tout est comme ça. Ils nous ont fait traverser. C'était leur grand truc. Tous les matins, on a eu 3 matins, où ils nous font traverser un bras de l'Amazone à la nage avec ton sac à dos sur le dos. Bah oui, tiens, c'est une bonne idée, ouais. Donc on était prévenus qu'il fallait que tout soit en sac étanche et tout. Mais enfin, t'imagines nager avec ton sac du Marathon des Sables et en tenue. Alors t'en avais qui enlevaient toutes leurs fringues, leurs chaussures. Moi, j'en avais ras le bol. Je traversais à la nage avec les baskets et tout. Je sortais de là-dedans. Enfin, et avec le sac sur le dos. Enfin, j'ai pas fait la Légion étrangère jusqu'à. En fait, c'était assez marrant parce que j'ai vite compris qu'il y avait un truc quand je suis arrivée sur le camp et que j'ai découvert en fait qui j'allais avoir comme compagnon de hamac, puisque là, c'est le seul truc qui était hyper chouette. C'était à étape c'est qu'on aussi, dormait là pas sur le camp. Ouais, c'était en étape, donc on dormait dans la jungle et surtout on ne dormait pas en tente puisque c'est dangereux de dormir par terre là pour le coup. Donc on dormait en hamac accroché dans nos arbres. Ça a été aussi un grand sketch, apprendre à accrocher son hamac. Mais au moins, je pouvais accrocher mon hamac loin du camp, donc j'avais plus les gens qui ronflent, j'avais plus les gens. C'était cool. C'est un truc hyper positif. Mais ça a été un truc, puis en plus, il y a eu toute une histoire de bagarre avec des filles où on s'est bagarré pour le podium, ce qui était complètement ridicule de mon niveau. Enfin, ça n'empêche qu'on s'est bien tiré la bourre pendant 6 jours. Mais j'ai vraiment eu conscience que là, je suis rentrée avec des pieds dévastés, infectés. Enfin, non. Voilà. C'était trop. C'était trop. C'est-à-dire que là, je me suis dit, il va falloir arrêter. Ça devient du grand n'importe quoi. D'accord. Je suis rentrée avec une 2e place, mais ce qui est quand même assez bizarre de se dire que finalement, non seulement je l'ai pas abandonné, mais en plus, je l'ai plutôt bien géré. Mais c'est pourtant pas un souvenir. Je me suis vraiment dit que je suis pas à ma place, quoi. Mmh. Enfin, il y avait des mecs qui avaient des naviciles et des mecs des esprits russes tatoués, quoi. C'était une blague. Il y avait des parties. Mais ouais, il y avait des Russes avec qui j'ai un peu discuté. Et on dit, vous faites quoi dans la vie? On est dans l'armée. Ah, vous êtes dans quoi? On peut pas vous dire. D'accord. Ok. C'était un concours à celui qui était le plus tatoué, donc ils sont sur le camp. Il y avait une ambiance que je n'avais jamais vue, en fait. Enfin, ça attire un public qui est quand même un peu particulier, en fait, un peu différent. Donc ça, ce public-là, clairement. C'était pas une trail. Je l'ai vu.
Non, non. C'est-à-dire que un ami qui l'a fait et qui lui n'a pas du tout aimé parce que c'est un vrai coureur en fait, c'est un trailer qui aime courir. Il dit j'ai détesté. Enfin, j'ai passé mon temps à escalader et machin. C'est un raid. Donc, mais c'est pas un trail au sens où on l'entend. Alors c'est une aventure. Hein. C'est une expédition. Hein. J'imagine. Mais tout est là, quoi. On se donne rendez-vous dans un petit village sur l'Amazone. On prend un bateau pour aller dans un autre village pour le premier camp. Enfin, tout est comme ça. Mais après, c'est une expérience qui est assez rigolote. Hein. Mais je me suis dit, non, allez, c'est bon, maintenant, ça va. Passe à autre chose. J'ai vraiment eu très, très peur. Et puis donc, puisque je le raconte dans un de mes bouquins, et que ça a effrayé pas mal de monde, en fait, je me suis fait attaquer par des guêpes Pepsi. Dont je suis responsable de l'attaque parce que je pense avoir cogné leur nid, en fait. Certainement. Il n'y a pas d'autre explication et je pense que c'est celle qui se tient le mieux. C'est-à-dire que donc, en passant son temps à passer sous les arbres, au-dessus des arbres, machin, avec mon sac à dos, j'ai dû certainement cogner leur nid. Ça paraît le plus. Donc, je me suis fait attaquer par ces bestioles. Les guêpes Pepsi, amusez-vous, allez voir sur YouTube aussi, justement, à quoi ça ressemble. J'ai eu 16 piqûres. Je sais parce que j'ai enlevé les dards. Donc, j'ai eu le temps de compter. C'est considéré comme la deuxième piqûre d'insecte la plus douloureuse au monde. Donc, une déjà, mais 16 d'un coup. C'est-à-dire que j'ai eu... c'est des sensations inouïes parce que il y a le moment d'adrénaline où on a peur, on se dit il se passe un truc parce qu'on a toutes ces bestioles qui sont autour de vous et puis on réflexe voilà. Et puis tout d'un coup la douleur arrive et la douleur a été foudroyante. Ça a été un espèce de truc. J'ai eu l'impression que je prenais feu tellement c'était violent. Et donc j'ai eu le réflexe de me prendre mon eau que j'avais dans mes gourdes pour m'arroser le corps. Donc ce qui est une intelligence rare, puisque se vider de son eau, enfin ne plus avoir d'eau dans la... Bon, bref. Alors que vous savez que vous êtes à 6-7 km du prochain ravitaillement, ce qui est très long dans la jungle quand tu marches 6-7 km. Donc il y a eu ça, et puis donc il y a eu la douleur à gérer qui m'a vraiment coupé le souffle, qui fait que je me suis assise, et puis là j'ai commencé à voir que donc je gonflais. Et j'ai des notions médicales quand même, et je me suis dit, je suis peut-être en train de faire un choc anaphylactique, donc je vais peut-être mourir là. Parce que de toute façon, j'ai 20 minutes devant moi, les 7 km, je vais pas les faire. J'ai rien, j'ai pas de seringue, je sais pas ce qu'il faut dans mon sac à dos à ce moment-là. Donc je me suis assise et j'ai attendu de voir si j'allais mourir. Donc ça fait un peu... Et j'ai compté les 20 minutes, je me suis dit, de toute façon, si dans 20 minutes t'es pas morte, tu peux y aller. C'est que tu n'auras pas de choc, donc j'ai commencé, ça a gonflé. Mais c'est jamais arrivé au poumon, donc... les jambes étaient, j'avais des espèces, elles ont évidemment piqué là où j'avais de la peau, donc sur les jambes, au niveau des bras et tout. Donc c'était des poteaux, la réaction, mais c'est pas allé aux voies aériennes. Et donc au bout de 20 minutes, je me suis dit c'est bon, t'es pas morte, tu peux remonter, quoi. Tu peux repartir. Donc cette espèce de 20 minutes d'attente. Oui, ça va être long. c'est très long en fait. Et là tu te dis mourir assis sur un arbre en jungle, il y a plus intelligent comme mort en fait. Surtout pour ça, quoi, pour un sport, c'est n'importe quoi. Donc c'est ce moment-là qui a fait que voilà, j'ai vraiment eu d'abord très très peur, et puis je suis repartie et puis voilà, et j'ai terminé la course quand même, je ne sais toujours pas comment. J'arrivais plus à plier les genoux, elle m'avait piqué derrière les articulations des genoux, j'avais des espèces de peau depuis les genoux, n'importe quoi. Super. Donc j'ai vraiment morflé en fait. Un moment terrible qui t'a fait prendre conscience de la situation je me suis dit, dans laquelle tu te mettais. Ouais, voilà. C'est-à-dire que je me suis dit, à un moment, maintenant, c'est terminé. Tu te mets volontairement dans des situations dangereuses. Donc, ça suffit. Vraiment. Donc aujourd'hui, voilà, ce type d'aventure et tout, c'est plus question, quoi. C'est bon. Sans transition aucune, j'aimerais revenir un petit peu à l'aspect professionnel, entre guillemets, de ta vie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la partie livre? Quel est le livre dont tu es la plus fière aujourd'hui? Qui te satisfait le plus dans sa production? En fait, il y en aura assez. Finalement, c'est les deux qui sont sortis donc l'année dernière. Parce qu'il y en a deux, parce qu'ils sont tous les deux différents. D'abord parce qu'il y a celui sur le guide du marathon des sables et autre, parce que c'est l'aboutissement finalement de tout ça. C'était comme j'associe toujours course et écriture, et que
voilà, j'avais en tête ce livre dès le départ. En fait, quand j'ai fait le Four Desert Challenge, donc les 4 déserts, il y avait le but d'en faire un livre, de toute façon derrière. Et finalement, c'est ce projet-là qui a été le plus long à monter, assez paradoxalement. Ça a été plus compliqué de trouver un éditeur et tout qui accepte. Et finalement, voilà, il a fini par sortir. Il a mis donc pas mal d'années à sortir, puisqu'il est sorti l'année dernière. Et je l'ai fait en 2012, donc ça donne un peu une idée. Enfin, du coup, il est plus complet, hein, parce que j'ai pu rajouter justement la jungle, hein, qui est arrivée après, et d'autres. Du coup, le livre n'est pas du tout, finalement, n'est pas structuré comme je l'avais envisagé, mais il est beaucoup plus complet, puisque du coup, je présente les différents types de déserts qu'on peut rencontrer. En fait, ça va des conseils pour le sable à la jungle, voilà. Puisque le but, c'est la transmission, en fait. Moi, le but ultime pour moi, c'est de faire que des gens osent. C'est-à-dire qu'après m'avoir lu, ils se disent, bon, si cette fille-là en est capable, parce qu'elle a quand même pas l'air d'être spécialement douée à la base, ce qui est le cas, c'est je vais pouvoir le faire. En fait, mon idée a toujours été dans la transmission. Je suis pas du tout dans l'idée d'étaler. Je n'ai pas le sentiment de faire des exploits ou quoi que ce soit. Du tout, à aucun moment. J'ai souvent cette phrase, je suis une fille ordinaire qui fait des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est tout, quoi. Donc moi, le but, c'est vraiment de donner envie, de donner envie aux gens de réaliser un rêve que, voilà, eux aussi ont peut-être une petite graine plantée dans un coin, et de se dire, bon, bah finalement, je vais oser le faire. On verra comment ça se passe, mais je vais oser. Donc il y avait ça. Et puis, donc la même année, j'ai sorti Cours toujours, qui est un petit ouvrage, enfin petit parce qu'il parle format, hein, qui est là en fait sur toutes mes petites chroniques rigolotes. Et ça, j'ai adoré parce que c'est complètement ma façon d'envisager voilà mon sport. Donc c'est mes chroniques, c'est toutes mes erreurs du début, c'est toutes toutes mes histoires qui m'arrivent, parce que quand je le cherche pas, il m'arrive des histoires. Et c'est des petites chroniques, et le cours toujours, c'est vraiment moi. C'est-à-dire que quand ma mère a eu cette phrase, elle m'a dit, de toute façon, tu fais aucun effort pour courir, t'écris comme tu parles. Voilà. Et cours toujours, c'est moi. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que l'année dernière a été une belle année au niveau bouquin, parce que finalement, voilà, les deux, il y a la vraie Cécile. Ouais, exactement. Surtout qu'ils sont sortis le même mois, c'était délirant. C'est un hasard, mais c'est comme ça. Donc j'ai en gros le sentiment que ça y est, je peux presque tourner une page. J'ai tout ce que je rêvais, c'est bon. Ça y est, ça c'est fait. Donc je vais pouvoir aller sur autre chose, je pense, maintenant. Ça m'a permis de fermer cette porte-là officiellement et de pouvoir commencer à réfléchir à autre chose. Et justement, tu réfléchis à quoi, autre chose? Tu as déjà des idées aujourd'hui? En fait, oui, très clairement. Enfin, moi, l'idée aujourd'hui, c'est, puisque de toute façon, comme je le dis, je suis une randonneuse, hein, qui de temps en temps accélère quand il y a un ravitaillement ou qu'il y a une descente, hein. Donc l'idée, c'est clairement d'aller sur la randonnée et de faire des grands chemins de randonnée, des choses comme ça. Ce qui fait que c'est pas pour tout de suite maintenant, parce que j'ai encore un enfant à la maison et que je peux pas partir un mois à l'aventure et tout. Mais en fait, tout ça, tout ce que j'ai vécu là ces dernières années, m'a donné une confiance en moi que j'aurais jamais imaginé avoir. M'a donné, en fait, c'est plein de choses qui se sont, plein de briques que j'ai pu poser. C'est-à-dire, je suis en train de construire mon petit mur de soutènement, en fait. Et jamais j'aurais osé, finalement, il y a 15 ans, on m'aurait dit, tu prendras l'avion, tu partiras toute seule, et tu iras au fin fond de la Gobi, dans un pays où tu parles pas la langue, où tu connais pas la culture, puis tu te débrouilleras et puis tu verras bien. C'est vrai que ça, j'aurais pas envisagé, je pensais pas en être capable. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont des choses qui sont en parallèle de la course en elle-même. Aujourd'hui, je sais que j'en suis capable. Donc, l'idée de partir, faire les Appalaches aux États-Unis en rando, faire des choses comme ça, aujourd'hui, je m'en sens capable. Je ne peux pas, parce que ça nécessite une absence trop longue aujourd'hui et que j'ai encore un enfant à emmener au bac. Mais dès qu'il a son bac et que c'est parti ses études, je vais pouvoir me lancer là. Le permis, hop là. Le permis, hop là, débrouille-toi et maintenant t'as plus besoin de maman. Non mais
Je pense que de toute façon, je vais commencer déjà par me tester, justement, aller faire des choses comme ça sur des absences de 8-10 jours, voilà, l'idée déjà de faire ça. Mais clairement, ouais, l'idée c'est ça, c'est d'aller faire je vais aller faire le Népal et partir au Népal pendant un mois et puis bien voir où mes baskets me mèneront, quoi. J'ai des idées comme ça, mais ce sera du trekking ou de la rando, appelez ça comme on veut, mais Et donc la course à voilà, pied, c'est ça qui me... la course à pied, ça sera mis un peu de côté du coup. Oui, bah, c'est-à-dire que la course à pied sera plus pour le côté ou professionnel, mais j'espère pouvoir justement professionnaliser cette activité-là aussi. Puis bon, je vieillis, hein, pas tout ça, mais non, mais blague à part, c'est assez vrai. Parce que donc, si j'étais dispensée de sport au lycée, il y avait des raisons. Donc, ces raisons me rattrapent sérieusement en ce moment. Au niveau du dos? Et ouais, au niveau du dos, donc je sais pertinemment que c'est pareil. Mes gros projets de rando et tout, faut pas non plus que j'attende trop longtemps. C'est-à-dire que je peux pas me dire à ta retraite, t'étais 65 ans, voire 67 maintenant, je sais plus où on en est, pour faire ça, parce que de toute façon, mon dos ne me permettra certainement pas du tout. Donc, il faut pas non plus que je traîne trop pour pouvoir faire ce genre de choses, quoi. C'est là, il y a pas qu'une question de temps, il y a une question physique aussi qui fait que ça me rattrape. Mais ça, je le savais, hein, j'en ai bien profité. Et donc, c'est assez frustrant, hein, de voir que quoi que tu fasses, c'est ton dos qui gagne, quoi. Il y a un moment, autant aller sur autre chose et voilà, et changer de braquet avant de... Moi, mon dernier marathon, je l'ai très très mal vécu parce que j'ai eu très très mal. Et c'est vrai que je te dis, qu'est-ce que je fous là? Enfin, s'imposer une douleur pareille, 42 bandes sur une route, je vois pas où l'intérêt, quoi. La douleur fait partie du jeu, on le sait. Mais elle ne doit, pour moi, elle doit être une variable contrôlable. Donc, je ne suis pas prête à la laisser prendre le contrôle. Tant que moi je la contrôle, ça va, mais quand c'est elle qui prend le contrôle, je vois pas où est l'intérêt, quoi. Et là, de plus en plus, elle prend le contrôle. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton blog Run Fit and Fun? En allant faire un tour dessus, là, en préparant l'interview, j'ai vu qu'il était très très bien fourni. Oui. Comment tu vis cette relation avec ton blog? Alors, le blog est né au tout départ de ma frustration, parce que donc on se rend vite compte que je suis bavarde, et je suis bavarde autant à l'oral qu'à l'écrit. Donc, quand vous êtes journaliste, il y a une contrainte dont on n'a pas forcément conscience, mais qui est le nombre de signes. C'est-à-dire que vous allez écrire un article sur une course, et la course, en gros, qu'elle fasse 10 km ou 350 km, si vous avez 5000 signes, il faut que ça rentre. Donc, il y avait une question de frustration assez vite. Donc, le blog, à la base, était un espace de liberté pour moi, et ça l'est toujours, où je peux, en gros, avoir la version intégrale. Vous avez le teaser dans Trail Endurance ou machin, et si vous voulez la version longue, il faut aller sur le blog, en fait. Déjà, il y a ça. À la base, c'était l'idée. J'ai aussi très vite, pareil, parce que j'avais pas assez de place dans les magazines. Comme donc je suis un peu spécialisée sur les courses à l'autre bout du monde et tout, très vite les questions qu'on me pose, c'est pas forcément uniquement ça fait combien de kilomètres la course. Les gens n'ont pas besoin de moi pour ça. Savoir le dénivelé de telle course, c'est bon. Par contre, savoir comment on va sur la destination, comment on peut s'organiser, quels sont les meilleurs plans, les hôtels les plus simples, voilà, des genres d'informations qui tiennent de l'agence de voyage. C'est souvent des questions comme ça qu'on m'a posées. Donc, on verra sur le blog, il y a très souvent un carnet de voyage qui va avec la course. Donc là, c'est pareil, comme j'ai le droit, c'est un blog, je peux écrire aussi long que je veux. Je détaille, je donne des trucs qui peuvent être, qui peut aller jusqu'à attention, faites gaffe à Chicago. Vous atterrissez en international dans un bâtiment, mais si vous prenez une correspondance, le local, c'est compter 2h30 de changement. Donc, prenez, voilà, ces genres d'informations hyper concrètes. Pareil en Argentine, dont les gens ont besoin, en fait.
Et le blog me permet ça. Et puis après, du coup, assez vite, j'ai mis aussi des petites infos et tout, des choses dont il peut y avoir du test produit qui est pareil, qui est un peu plus long que ce que je vais publier, en sachant que c'est pas ma spécialité, c'est pas mon truc préféré, parce que bon, je considère que c'est complètement aléatoire et puis ça va dépendre d'une personne à une autre. C'est subjectif, ouais, bien sûr. Complètement subjectif et encore plus pour les chaussures. Enfin, Et moi, donc, j'essaye d'en rester sur des trucs un peu concrets, c'est-à-dire qu'on voit si une chaussure accroche dans la boue, si elle accroche pas, mais après, c'est quand même assez compliqué, enfin, à mon avis. Bon, ça peut être, voilà, il y a un peu de test produit, mais c'est pas mon truc. Je les cherche pas plus que ça. Et puis bon, donc là, en ce moment, en époque confinement, j'essaye de mettre un max d'infos. Que les gens trouvent des séances de sport gratuites, des choses comme ça, qui sont, puisque donc, comme je suis journaliste, je reçois 25 communiqués de presse par jour, enfin, comme tout le temps, quoi. Donc, je fais juste de la transmission d'infos, puisque en plus, en ce moment, on n'a plus de support print pour pouvoir transmettre, et puis parce qu'on a besoin de l'info plus rapidement. Donc, voilà, mais c'est mon espace de liberté, mon blog. C'est plutôt sympa. Et puis, je suis pas la seule, d'ailleurs, à écrire dessus, parce qu'il faut quand même rendre à César. J'ai un collègue masculin, j'ai Fred Brossard qui écrit aussi. On n'a pas du tout la même approche du monde de la course à pied, donc c'est assez sympa d'avoir sa vision. Et puis après, je vais publier des récits d'amis ou des choses que je repère. Voilà. Là, le cas typique, hier, l'article qui a été publié, c'est pas moi qui l'ai écrit, j'ai repéré une amie qui a testé la course virtuelle voilà. C'était quelque chose que je voyais sur Facebook passer. Je me posais la question, j'ai vu qu'elle l'avait testé, donc j'ai demandé de me faire un petit retour. Donc c'est un peu corporatiste, quoi, ce truc. C'est pas, voilà. C'est bien pour ça que c'est pas cecilebertin.com, quoi. Est-ce que tu as un sujet que tu souhaiterais évoquer dont on n'a pas parlé? À la rigueur, par rapport aux femmes qui restent désespérément un sujet qui m'embête, parce que je pensais vraiment que les mentalités évolueraient plus vite qu'elles n'évoluent aujourd'hui. Même si c'est évident, il y a un progrès, vraiment. Il n'y a pas de doute. Il suffit de prendre n'importe quel départ de course. Je voudrais vraiment juste faire passer le message aux femmes que il faut oser, quoi. Il faut oser. Allez-y, lancez-vous. Oui, vous finirez peut-être dernière. J'ai fini dernière. Moi, c'est ce que je dis finalement dans toute ma carrière. On est d'accord, entre guillemets, de coureuse. J'ai donc autant sur des podiums parfois quand on était 30 au départ. Je suis lucide quand même. Donc ça m'est arrivé. Puis j'ai fini dernière aussi. Et j'ai fini dernière en Norvège. Et c'est un de mes plus grands souvenirs pour moi de cette course. J'ai adoré et j'ai quand même fini dernière. Donc, faut pas s'arrêter là-dessus. Faut pas se dire j'en suis pas capable. On n'en sait rien. Faut essayer. Je veux dire, pour moi, le problème c'est ça. Je trouve que les gens n'osent pas assez. On peut se planter, mais c'est pas grave. On peut se planter. Il peut y avoir plein d'éléments qui font que on va se planter le jour-là, mais il y a des choses tellement plus graves que de finalement abandonner sur une course. On est d'abord de s'en rendre compte aujourd'hui. C'est pas très grave. Faut essayer. Faut oser. Lancez-vous. Et surtout les filles, mais lancez-vous, osez aller un peu plus loin. Arrêtez de vouloir rester systématiquement la bonne élève qui fait tout très bien. J'en vois plein qui sont comme ça, qui disent oui, je vois des trucs. J'ai commencé à courir, je vais courir mon premier marathon en 2016 parce que j'ai prévu de faire je me dis, putain, 2016, mais t'es dans des années-lumière, quoi. T'en sais rien de ce qui peut t'arriver, et puis si ça se trouve, il va t'arriver des événements dans la vie qui feront que ce truc-là restera inachevé, quoi. Il s'agit pas de se lancer du jeu, je ne dis pas de faire comme moi, c'est-à-dire d'aller beaucoup trop vite. Ça, c'est autre chose. Mais là, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Mais osez, quoi. Allez-y, lancez-vous. Vous allez vous découvrir des capacités que vous n'imaginez pas une seule seconde avoir. J'en suis la preuve vivante. Donc voilà, c'est plus
Ok. Si j'ai un message à faire passer, c'est au moins celui-là. Bah, message passé, je te remercie. On va terminer par les questions rapides du Let's Try podcast. Alors, est-ce que tu peux répondre par une réponse courte à chaque question? Ça, c'est un... Alors, plat favori après la course? Ah, bah, je peux pas te mentir. McDo. D'accord. Bah, alors, on est d'accord. J'ai honte de dire ça, mais on a le même. Non, mais moi, ouais, c'est McDo, mais pour des raisons, parce qu'en fait, ça se digère très, très vite. C'est ça. Je suis incapable de manger un vrai truc, en fait. Et ça s'assimile super vite et ça me permet de, voilà. D'accord. Mais c'est... Boisson favorite après la course? Ah, alors ça va être encore pire. Je vais vraiment t'acheter des cailloux. Je bois souvent de l'orangina. D'accord. Gel, bar, les deux ou aucun des deux? Alors, bar, parce que je fais surtout du trail, hein, donc les gels, voilà. Fait maison ou industriel? Bon, alors ça dépend. Non, en fait, les gels, blague à part, j'ai plutôt remplacé par des compotes. Je suis très compote. D'accord. Donc là, pour le coup, ça peut être facilement fait maison, ce truc-là, quoi. Alors, la question dure pour toi, courir en France ou à l'étranger? Ah bah moi, le problème, c'est... Alors, c'est mauvais, c'est l'étranger, forcément, parce que c'est là-dessus que je me suis spécialisée. Mais je cours en France quand même, hein. Faut pas croire. J'adore aller courir la VVX, la Volvic, c'est à côté de chez moi, c'est à 1 heure de voiture. Donc, non, je cours aussi en France. La France, c'est incroyable, il y a des paysages. Justement, j'ai suffisamment couru chez nous. C'est juste que mon métier fait que je vais beaucoup à l'étranger. Tu préfères la terre ou les cailloux? Ah, bonne question, tiens. Non, la terre. Tu préfères le racine ou le verglas? Oh, le verglas m'amuse. Tu aimes pas les racines, ça c'est suite au Brésil, j'imagine. Non. Ouais, puis je me vautre. Le verglas, c'est... Non, le verglas, je peux faire quelque chose. Je peux gérer. D'accord. Courir de nuit ou courir de jour? Ah bah de nuit. De nuit, mais dans le désert. Ah, forcément. Non, j'adore courir de nuit. J'aime pas c'est assez bizarre. D'accord. Voilà. Enfin, j'aime les deux, en fait. Courir l'hiver ou courir l'été? Oh bah l'été. J'ai horreur d'avoir froid. Frileuse alors. Ah ouais, non, j'aime pas ça. Et j'ai horreur de courir sous la pluie, hein. Vraiment, je déteste. Et dernière question, tu préfères courir seul ou tu préfères courir accompagné? Seul. Sans aucune hésitation. Une solitaire qui a besoin de partager ses expériences. Ouais, c'est assez bizarre, hein, je sais. Non, mais ça se tient. Non. En fait, c'est pas ça. C'est que seul, parce que quand j'aime vraiment courir, donc c'est ce que je dis, dans des endroits qui sortent réellement de l'ordinaire. Donc, j'adore courir seul dans le désert, au petit matin, quand on sort de la nuit et que le soleil se lève. D'accord. Là, voilà. C'est assez précis. Pareil en montagne, hein. Je veux dire, c'est quand même assez incroyable de voir. J'ai un souvenir de soleil qui s'est levé sur le Mont Blanc, voilà, qui est un souvenir assez inoubliable. J'étais pas toute seule, hein. J'avais 2 coureurs inconnus qui étaient pas loin, et on s'est arrêtés tous les 3 à regarder, à vivre ce moment-là, quoi. Donc bon, ça va. Quand je dis seule, c'est-à-dire que j'aime pas la masse. D'accord. Voilà. Surtout sous une tente et trop proche. Ah oui, non, c'est ça, ouais. Et qui ronfle. Bon, Cécile, je te remercie énormément d'avoir partagé tous ces moments avec nous. Ben, merci à toi, hein. J'ai l'impression d'avoir raconté ma vie. Ouais, mais c'était cool. Tu as toujours plein de choses à raconter. C'est génial. Je te dis à bientôt et plein de bonnes choses pour la suite. Ça marche. Merci beaucoup. Bah oui, j'espère la suite. Hein, on l'attend tous avec impatience là maintenant. C'est clair. Ça va s'améliorer. Ça va s'arranger tout ça. Oui. De toute façon. Je te dis à bientôt, Cécile. Salut. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Cécile Bertin et je la remercie de nouveau d'avoir partagé avec nous un moment dans le LTP. Si vous souhaitez rejoindre Cécile sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, il vous suffit de taper sur Instagram ou Facebook Cécile Bertin Run Fit Fun ou alors sur son site web runfitfun.fr. En ce qui concerne le LTP, comme d'habitude, si vous souhaitez nous rejoindre, sur Instagram Let's Try le podcast, sur Facebook Let's Try Podcast, sur YouTube Let's Try et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter mensuelle.
J'espère vous retrouver pour un nouvel épisode du LTP, et d'ici là n'oubliez pas, vive le trail libre, vive Let's Trail, et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut.